Le musée du Louvre, vous le savez peut-être, mais c'est le plus grand musée du monde. Que ce soit en termes de nombre de visiteurs par an, de surface d'exposition ou de nombre d'œuvres, c'est le musée de tous les records. On peut y trouver beaucoup de disciplines artistiques différentes, allant des évidentes peintures, sculptures et architectures, jusqu'à des moins communes, comme le textile, la vaisselle, les meubles ou encore le dessin. Parmi les dessins que l'on peut trouver au Louvre, la plupart sont des croquis, des gravures, des portraits, mais très peu sont des bandes dessinées. La BD et par ricochet le manga n'a pas une place très importante dans le plus grand musée du monde. À vrai dire, pour le trouver, il faut se détourner un instant des collections pour se diriger vers la boutique de sortie. Là, entre les porte-clés, les peluches et les posters, on trouve ce qu'on est venu chercher. Hirohiko Araki, Jiro Taniguchi, Taiyo Matsumoto, des noms qui ne vous sont sûrement pas inconnus. Des mangas au musée du Louvre, qui l'eût cru. Ces mangas de grands auteurs font partie de la collection bande dessinée du musée du Louvre. Une collection qui s'ouvre en 2005 à l'initiative de Fabrice Douar, un des éditeurs du musée. Il raconte lui-même la jeunesse du projet lors de son entrevue avec le journal Le Point. Un soir, en lisant une BD, je me suis dit « Je travaille au Louvre, j'aime ce musée, j'aime l'édition, j'aime la BD depuis toujours. Pourquoi je ferais pas quelque chose avec tout ça ?» Pour l'épauler sur ce projet, Fabrice Douar contactera la maison d'édition Futuropolis, qui l'aidera à lancer ce projet qui fera le pont entre la BD et le plus grand musée du monde. Ainsi naît cette collection de bandes dessinées ayant pour thème central le Louvre. Parmi les auteurs invités à participer à cette collection, on trouve Hirohiko Araki, approchant alors de ses 50 ans et en pleine prépublication de Steel Ball Run, la 7ème partie de JoJo's Bizarre Adventure depuis plusieurs années déjà. Araki dessine alors depuis plus de 30 ans et est déjà un mangaka confirmé à l'univers plus que culte. Fabrice Douar lui aurait ainsi dit « Tu as les clés du Louvre, tu vas où tu veux, tu regardes les œuvres qui t'inspirent, si tu as besoin d'éléments supplémentaires, je te les donne, si tu dois rencontrer des gens, je t'arrange ça. Et tu en tires une intrigue. » Ainsi, Araki est totalement libre de son histoire, du nombre de pages, du format, du sens de lecture, bref, de tous les aspects de l'œuvre. Ce qui en fait, vous vous en doutez, un manga particulièrement intéressant à analyser. Le choix de Araki comme mangaka inaugurant la collaboration entre le Louvre et les mangas, ce n'est d'ailleurs pas un choix incohérent. L'auteur de JoJo est très influencé par le monde de l'art et la culture occidentale en général. On pourrait parler longtemps des influences artistiques de Araki, mais ce sera peut-être pour une future vidéo. Bref, sans plus tarder, parlons de Rohan au Louvre. Paru en 2010, 128 pages en couleur, 20 cm sur 28, un grand format choisi par Araki peut être en référence à nos formats de BD françaises, dans la mesure où ce titre est premièrement sorti en France, puis seulement ensuite prépublié, puis publié au Japon. Le manga aura un bon accueil, ce sera d'ailleurs le plus vendu de la collection du Louvre. Maintenant que le contexte et l'œuvre ont été présentés, je vous propose d'entrer un peu plus dans l'analyse du manga, et ça commence dès la première page. On a une introduction très aérée, à peine 4 cases, ce qui est très peu, et qui présente le personnage de Rohan, avec 2 lignes de cases à droite et une pleine page à gauche. Cette double page a un intérêt très simple. Elle peut se rapprocher des présentations de personnages habituelles en début de manga ou autre BD, avec notamment un gros plan sur le visage pour créer une proximité avec le personnage, ainsi que pour pouvoir l'identifier clairement. Puis 2 plans serrés pour aider à le définir. Sa plume pour sa profession et passion, le manga, et son pouvoir, montré d'ailleurs plus efficacement avec une pleine page introduisant comment il s'en sert. Ainsi, et en une double page, on sait qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il aime. Le maître mot de cette introduction, c'est l'efficacité et la simplicité. Et cela jusque dans les couleurs. On a une trichromie bleu, beige, blanc, où le bleu, la couleur la plus vive, ne s'applique que sur le personnage de Rohan, comme pour le faire ressortir. C'est réellement là une page de présentation du personnage, hors du récit, comme si le manga ne commençait qu'après cette double page. C'est assez malin de commencer comme ça, ces mangas du Louvre sont mis en avant auprès d'un public ne connaissant possiblement rien au manga et encore moins à JoJo's Bizarre Adventure. Et c'est donc tout naturellement qu'en tournant, on a majoritairement du noir, comme une page de garde qui marquerait la différence entre la présentation des personnages qu'on a eu juste avant et le récit qui commence vraiment suite à cela. On a un fondu de lumière vers le Louvre qui sera important dans l'histoire, mais on trouve également ici l'introduction d'un des éléments centraux à l'histoire, la couleur noire.
Cette page introduit donc l'importance du musée, en premier lieu, et nous présente indirectement ensuite le tableau noir de l'intrigue, représentant le noir le plus profond qui existe, ici lointain et débulé, renforçant le mystère autour de cet obscur carré. Cette introduction est efficace, claire, simple, tout ce qu'on demande à une introduction. La suite de l'histoire, je vous la fais en résumé. On suit l'histoire de Rohan, jeune collégien qui rêve de devenir mangaka, bouleversé le jour où il rencontre une jeune femme qui va l'initier à l'art. Elle lui parle de sculpture, de peinture, de musique, et notamment d'un tableau maudit au noir le plus profond existant, peint par un japonais et qui se trouverait au musée du Louvre. La jeune femme disparaît alors subitement et on est projeté 10 années dans le futur. Rohan, devenu mangaka, décide de mener son enquête au Louvre afin de retrouver ce tableau qui le mènera peut-être à cette jeune femme dont il a perdu la trace. Mais il découvre d'étranges phénomènes. S'approcher du tableau signifierait-il la mort? Que représente-t-il vraiment et quel est son secret? Que de mystères autour de ce tableau, et si je vous ai donné un petit peu envie de lire ce manga par ce résumé, franchement je vous y encourage vraiment. Pour moi, je pense que c'est l'une des meilleures choses qu'a fait Araki durant sa carrière de mangaka. Après, c'est un mangaka que j'aime beaucoup, j'ai déjà fait des vidéos sur lui auparavant, vous savez que je l'aimais bien si vous me suivez. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous pencher vers cette œuvre. Lire le manga par la suite vous amènera d'ailleurs peut-être à une remarque, tout est en couleur. Vous auriez d'ailleurs raison de vous en étonner. Rohan au Louvre est le premier manga en couleur de Hirohiko Araki après plus de 30 années de carrière. On trouvait déjà auparavant des pages couleurs, des couvertures couleurs, etc. mais jamais un tome intégralement en couleur. Avoir fait ce choix pour Rohan au Louvre n'est pas anodin, dans la mesure où, je le rappelle, Araki avait une carte blanche pour créer cette œuvre. Il aurait parfaitement pu rester dans du noir et blanc traditionnel, mais il ne l'a pas fait. Ainsi la composition chromatique de ce manga, à savoir le choix des couleurs, leur teinte, leur disposition et parfois même leur absence, témoigne d'un choix artistique volontaire qu'il est parfaitement possible d'interpréter. Bref, que nous disent les couleurs dans Rohan au Louvre? Eh bien elles ont tout d'abord un intérêt narratif, puisque ces couleurs explicitent la structure du manga. Celui-ci est divisé en 3 parties, d'abord le passé avec Rohan jeune, le présent dans le Louvre, et enfin la partie finale dans l'aile désaffectée du musée, chacune ayant une teinte dominante, respectivement le jaune, le rose, puis le blanc. Ces couleurs se retrouvent donc pour le ciel, les vêtements des personnages, leur peau, les bâtiments, etc. Avoir assigné une couleur pour chaque partie crée des ambiances et des émotions bien distinctes pour chacune des parties. Après avoir lu toute l'introduction, la première partie en jaune, et vous y être habitué, passer au rose froid de la deuxième partie fait parfaitement ressentir le changement, les années qui se sont écoulées et l'évolution du personnage, moins innocent et plus mature. Mais l'utilisation des couleurs a, d'après moi, encore une autre utilité capitale, la mise en avant du noir profond du tableau de Yamamura. Central à l'intrigue, ce tableau est présenté comme étant d'un noir intense, profond, brillant, unique. Dans un manga en noir et blanc, il aurait pu perdre de cette aura mystique, ne devenant qu'un noir d'ensemble quelconque, commun au reste de l'œuvre. N'oublions pas que dans un manga en noir et blanc, la couleur noire est aussi avant tout une fonction, faire apparaître les personnages, les ombres contrastées avec le blanc de la feuille. Dans un manga en couleur, le noir peut à présent pleinement se charger d'une profondeur inédite, insondable et nécessaire à transmettre les émotions que Araki essaye ici de nous transmettre. Pour résumer brièvement, il était judicieux de faire un manga en couleur, dans la mesure où l'œuvre parle de la couleur noire avec fascination, mystère et attirance. Que vous connaissiez Jojo ou non, je vous conseille fortement la lecture de Rohan au Louvre. L'œuvre est parfaitement compréhensible, que vous soyez familier avec l'univers d'Araki ou non. C'est même un manga qui peut être conseillé aux lecteurs de bande dessinée plus traditionnelle, un plutôt bon pont entre la bande dessinée franco-belge et japonaise. Je n'ai pas encore pu lire tous les mangas de la collection du Louvre, bien que tous m'intéressent, et je pense que je ferai une petite actualisation, peut-être avec une très courte vidéo, où je donnerai mon avis sur les autres mangas de cette collection, une sorte de mise à jour. Enfin bref, c'est déjà la fin de cette vidéo analyse de Rohan au Louvre, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a permis de vous intéresser un petit peu à ce manga, ou alors de vous y replonger si vous le connaissiez déjà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye.